Tous les voyageurs qui venaient à Thessalonique s'intéressaient à cette colonnade qui se trouvait enchâssée dans le quartier séfarade de la ville basse. Et effectivement, comme pour d'autres pays, on pense aux Anglais, Stuart et Revett, mais les Français ont dessiné l'élévation, ce qu'ils voyaient, notamment Gravier d'Autière en 1687, et nous présentons un agrandissement de ce dessin de Gravier d'Autière, qui n'avait pas d'ailleurs très bien interprété la colonnade, puisqu'il s'est trompé dans l'identité du dieu Dionysos, dont il a fait un Asclépios, mais en tout cas, il y a quelques témoignages très tôt, donc à la fin du XVIIe siècle, et puis aussi témoignages de Fauvel, et donc nous présentons simplement sous forme de panneaux une des aquarelles de Fauvel en main privée. C'est un collectionneur suisse qui possède cette aquarelle et qui est excellente par sa précision pour savoir exactement confirmer quel était l'ordre des piliers. Et donc cette aquarelle montre c'est le côté nord, qu'il y avait Léda, qu'il y avait ensuite Ariane, Dionysos, donc on voit très bien la succession des figures. Alors, on a des témoignages de l'époque de la mission Miller en 1865 et on a différents éléments qui permettent de connaître le devenir de ces marbres à leur arrivée au musée du Louvre et au moment où ils ont été présentés, et notamment des photos qui datent environ de 1930 et qui montrent que la plus grande partie des fragments étaient exposés dans une salle très importante pour le département, qui est toujours au département, qu'on appelle la salle des cariatides. Et ils étaient devant les cariatides de Jean Goujon du XVIe siècle, l'époque des rois de France, à un moment où cette salle était la salle de bal du palais royal des rois de France. Alors, on est sûr que ça date de l'époque romaine. La question qui demeure ouverte aujourd'hui et qui divise les spécialistes, c'est de savoir si nous sommes plutôt proches du milieu du IIe siècle après Jésus-Christ. D'autres spécialistes considèrent toujours que l'analyse stylistique que l'on peut faire des figures va plutôt dans le sens d'une datation dans les premières décennies du IIIe siècle de notre ère. En tout cas, ça confirme l'importance qu'avait dans la société macédonienne le culte de Dionysos. Absolument, le culte de Bacchus, en fait. Cela a perduré à l'époque romaine. Et de toute façon, c'était toute cette mythologie encore très présente, et particulièrement pour les élites qui, à Thessalonique, c'était tellement importante à l'époque romaine impériale, les élites qui étaient très tournées vers les valeurs grecques, hellénisées en fait, vers l'Attique aussi, et donc encore avec des cultures très, très proches, des connaissances extrêmes de la mythologie, nourries à l'époque hellénistique, donc antérieurement, d'une iconographie très riche aussi, et une production attique qui était très présente de toute façon aussi à Thessalonique, avec des commandes des différents grands habitants de la ville. Donc ici, nous sommes véritablement en ce moment d'embellissement de la cité, puisqu'on sait par les fouilles de nos collègues grecs où se situait cette colonnade au sud du Forum romain de Thessalonique, colonnade de passage vers un complexe impérial, un complexe de thermes probablement. Donc véritablement, cela faisait partie de la définition de la ville romaine de Thessalonique à l'époque impériale, donc extrêmement importante. Le fait que cette colonnade ait été enchâssée dans ce quartier séfarade de la ville avait suscité la naissance de nouvelles légendes qui impliquaient d'ailleurs Alexandre. Et c'est très intéressant de voir qu'à l'époque moderne, pour expliquer ce programme iconographique et mythologique, on allait rechercher
ce personnage charismatique et d'importance considérable qu'était Alexandre en ayant inventé cette légende des enchantés, des Encantadas, selon l'appellation espagnole, puisque c'était la langue parlée par les séfarades, de ce portique qui aurait relié le palais du roi de Thrace au palais d'Alexandre. C'est donc une restauration qui s'est déroulée sur plusieurs années, qui a été extrêmement lourde financièrement pour le musée du Louvre, mais qui a permis de redécouvrir ces piliers sculptés parce que avant la restauration, ils étaient véritablement dissimulés sous une croûte noire d'une épaisseur telle qu'on se demandait même si le marbre était encore solide. On craignait qu'il soit très fragile. Il a fallu, par des analyses de ces concrétions, être sûr qu'il n'y avait pas de risque de retirer des couleurs, des pigments. Il a fallu décider de la méthode qui a été celle choisie et proposée par les restaurateurs et également donc être sûr que, puisqu'on avait déjà cette idée en amont, que le marbre était suffisamment bien conservé pour accepter les prises d'empreintes. Parce qu'une prise d'empreinte doit se faire dans un contexte de restauration avec un restaurateur qui connaît parfaitement l'épiderme du marbre et qui doit nécessairement revenir ensuite après la prise d'empreinte pour nettoyer à nouveau et faire disparaître tous les restes des agents démoulants qui, malgré toutes les protections possibles et le soin bien sûr de l'atelier de moulage de la Réunion des musées nationaux, peuvent se glisser dans des petits interstices. Donc c'est vrai que c'est une opération qui s'est déclinée sur plusieurs années et qui trouve peut-être aujourd'hui son point d'aboutissement.